Je m'appelle Lily Adams. J'ai 34 ans et le mariage de ma sœur cadette a lieu dans 17 jours. Mes parents m'ont envoyé un courriel avec 5 conditions auxquelles je devais obéir si je voulais une place dans la salle de bal. Je devais abandonner toute plainte financière contre elle, signer un accord de confidentialité, renoncer à ma part de la propriété de notre grand-mère, contribuer à hauteur de $25 000 au mariage et lire des excuses publiques pour avoir nui à l'unité familiale. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai remarqué la pièce jointe qu'il s'attendait à ce que je signe avant minuit. Il pensait que la date limite m'effraierait. Au contraire, cela a tout clarifié. J'ai tapé 4 mots. J'ai refusé les 5 conditions, envoyé la réponse, réservé une suite avec vue sur la plage à Malibu pour le week-end du mariage et appelé un coursier pour un dernier cadeau. La boîte semblait assez élégante pour une mariée qui avait transformé son mariage en un spectacle pour 300 personnes. À l'intérieur, cependant, se trouvait quelque chose qu'elle avait passé 2 ans à s'assurer que personne ne verrait jamais. Je savais qu'elle l'ouvrirait en public car elle avait déjà ordonné au maître de cérémonie d'annoncer chaque cadeau coûteux de la part de la famille importante. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon cadeau ne contenait ni bijoux, ni argent liquide, ni excuses. Il contenait une chronologie, un enregistrement vocal et un document portant une signature qui ressemblait exactement à la mienne, mais qui ne l'était pas. Avant de vous dire ce qu'elle a dit, et ce qui s'est passé après l'ouverture de cette boîte, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. La première personne que j'ai mentionnée dans ce courriel était ma jeune sœur. Elle s'appelait Nathalie, et pendant la majeure partie de notre vie, mes parents ont traité ces erreurs comme des urgences. Tout le monde était responsable de les résoudre. Elle était charmante en public, prompte aux compliments et douée pour que les gens se sentent élus. À la maison, elle mesurait les relations en fonction de leur utilité. Quand elle a eu besoin d'un acompte pour l'université, je lui ai prêté l'argent. Quand elle a quitté un poste en marketing après 6 mois, je l'ai aidé à refaire son curriculum vitae et j'ai payé 2 mois de loyer. Quand elle a lancé une entreprise d'événements de luxe, je lui ai présenté 3 clients de mon cabinet comptable. Chaque faveur était accompagnée de la même promesse, elle me rembourserait quand les choses se stabiliseraient. Les choses ne se sont jamais stabilisées. Les promesses ont simplement changé de forme. Notre grand-mère avait vu le schéma avant que quiconque ne l'admette. Elle nous a laissé, à Nathalie et à moi, une maison côtière restaurée appelée Marinés. À parts égales, avec une clause stricte exigeant les 2 signatures pour les prêts, les ventes ou les rénovations majeures. L'endroit avait une valeur sentimentale, mais il générait également des revenus stables grâce à de petits mariages et à des retraites d'entreprise. Je m'occupais de la comptabilité. Nathalie s'occupait des promotions. Cet arrangement a duré jusqu'à ce qu'elle se fiance à un promoteur de restaurant nommé Daniel Mercé. Il était attentionné, brillant et complètement convaincu que Nathalie avait bâti son entreprise sans l'argent de la famille. Je ne le détestais pas. En fait, cela rendait tout pire. 6 mois avant le mariage, j'ai remarqué un paiement de prêt dans le grand livre de Marinés. Que je n'avais jamais approuvé. La description du prêteur était vague, et quand j'ai interrogé Nathalie à ce sujet, elle a ri et a dit que c'était une ligne de crédit temporaire pour des rénovations. J'ai demandé le dossier de prêt. Elle a tardé. Mes parents m'ont dit de ne pas créer de tension avant le mariage. Puis le prêteur a finalement envoyé une copie partielle, et c'était là, un billet à ordre commercial de $240 000 garanti par la propriété, portant ce qui semblait être ma signature électronique. Je n'avais jamais vu le document. Je n'avais jamais autorisé le prêt. Quand j'ai confronté Nathalie en privé, elle n'a pas nié avoir utilisé l'argent. Elle a dit que le mariage était devenu plus cher, que son entreprise avait des problèmes de trésorerie et que le nouveau restaurant de Daniel avait besoin d'un investissement de transition. Puis elle s'est penchée sur mon bureau et a dit, « Tu possèdes la moitié de quelque chose de valeur. J'avais besoin que tu agisses comme un membre de la famille. » Je lui ai dit qu'une signature falsifiée n'était pas une faveur familiale. Elle a levé les yeux au ciel et m'a accusé d'être jalouse parce qu'elle se mariait la première. Ce soir-là, ma mère a appelé et a dit que Nathalie avait fait une erreur technique qui pouvait être corrigée si je signais un consentement rétroactif. Mon père a suivi avec un message me rappelant à quel point une enquête serait embarrassante pour tout le monde. J'ai refusé. 2 semaines plus tard, les 5 conditions sont arrivées. L'accord de confidentialité ne concernait pas vraiment le comportement au mariage. Enfoui à la page 6 se trouvait un langage libérant Nathalie, mes parents,
leurs entreprises et le prêteur de toute réclamation liée à des décisions financières antérieures. Les excuses publiques ne visaient pas la paix. Elles étaient conçues pour me faire paraître instable avant même que je ne conteste le prêt falsifié. La contribution de 25 000 $ aiderait à remplacer l'argent déjà manquant sur le compte de la propriété, et renoncer à ma part de Marine S. donnerait à Nathalie le contrôle total de la garantie. Pour la première fois, j'ai vu les conditions comme un plan coordonné plutôt qu'une collection d'insultes. Il ne m'offrait pas la permission d'assister à un mariage. Il me demandait d'effacer les preuves contre tout en souriant pour les photographies. J'ai tout transmis à mon avocate, puis j'ai appelé ma meilleure amie, Emma Reed. Je connaissais Emma depuis l'université, et elle était la seule personne à m'avoir prévenu des années plus tôt que la loyauté sans limite devient du travail non rémunéré. Elle a écouté sans interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a posé une question, veux-tu être comprise ou veux-tu être protégée? J'ai dit les deux. Elle m'a dit que je devrais peut-être choisir l'ordre. La protection venait en premier. Cette nuit-là, j'ai placé une alerte à la fraude sur mon crédit, demandé le dossier de prêt complet et chargé mon avocate d'informer le prêteur que ma signature était contestée. Puis, j'ai réservé Malibu. Les vacances étaient réelles. J'avais besoin de distance par rapport au mariage et à la version de moi-même que ma famille s'attendait à voir apparaître sur commande. Mais le cadeau était réel aussi. Nathalie avait passé des mois à planifier une grande présentation pré-cérémonie au cours de laquelle des parents sélectionnés offriraient des bénédictions et des cadeaux de choix avant l'ouverture des portes pour les vœux. Elle m'avait même envoyé 2 courriels pour me demander un hommage familial significatif qui pourrait être diffusé sur l'écran de la salle de bal. J'ai décidé de lui donner exactement cela, un compte-rendu de ce que notre famille était devenue, préparé avec la même précision que j'utilisais dans un audit jury comptable. Je n'avais pas l'intention de crier, d'interrompre ou de supplier quiconque de me croire. J'avais prévu de laisser les dates, les transferts, les signatures et les propres mots de Nathalie parler dans la pièce où l'on m'avait ordonné d'entrer en silence. 3 jours plus tard, j'étais à Malibu avec Emma, assise à une table à manger étroite couverte de relevés bancaires, de pièces à conviction de prêt, de registres de propriété et de notes codées par couleur. L'océan était visible par les fenêtres, mais je le regardais à peine. Chaque heure produisait un nouveau fait qui faisait que les 5 conditions ressemblaient moins à une pression parentale et plus à une tentative de dissimulation. Le dossier de prêt complet est arrivé en premier. Ma prétendue signature électronique avait été appliquée à partir d'une adresse internet connectée au bureau de Nathalie. Les questions de vérification d'identité avaient reçu des réponses utilisant des informations que seule la famille proche pouvait connaître, le nom de mon premier employeur, la rue où nous avons grandi et le mois du décès de notre grand-mère. Le prêteur avait également reçu une copie de mon permis de conduire. Je me souvenais avoir donné cette copie à ma mère l'année précédente, quand elle avait dit que l'agent d'assurance de la famille avait besoin de dossiers à jour. Quand je l'ai appelée, elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait aucune idée de la façon dont Nathalie l'avait obtenu. Sa réponse est venue trop vite. Emma a observé mon visage alors que je terminais l'appel. « Tu ne la crois pas ?» a-t-elle dit. Je lui ai dit que je ne savais plus ce que je croyais. C'était la partie dont personne ne m'avait prévenu. Découvrir la trahison ne m'a pas instantanément rendue courageuse. Cela m'a fait remettre en question chaque souvenir ordinaire qui y était attaché. Je me suis souvenu de ma mère m'apportant de la soupe quand j'étais malade, de mon père m'apprenant à conduire, de Nathalie dormant sur mon sol après une rupture douloureuse. Les bons souvenirs ne disparaissaient pas simplement parce qu'ils avaient été utilisés pour avoir accès à moi. Ils devenaient contaminés, et cela semblait pire. J'ai ouvert le compte de la propriété et j'ai retracé le produit du prêt. 90 000 $ étaient allés à l'entreprise d'événements de Nathalie. 68 000 $ avaient été transférés à un fournisseur répertorié comme Mercé Hospitality Design, une entreprise liée au projet de restaurant de Daniel. 42 000 $ avaient payé des acomptes pour le mariage. 27 000 $ supplémentaires avaient transité par l'entreprise de conseil de mes parents avant de revenir à Nathalie sous forme de cadeau familial. Le montant restant avait été consommé par les frais et les factures en retard. Le fait que l'entreprise de Daniel reçoive de l'argent me troublait, mais la description du transfert suggérait un investissement qu'il aurait pu croire provenir personnellement de Nathalie. Je ne savais pas encore s'il était impliqué ou utilisé. Puis Emma a trouvé la première surprise. Une feuille de calcul cachée dans une archive partagée montrait la projection de la propriété après le mariage. Nathalie s'était inscrite comme seule contrôleuse de Marine S. Daniel comme futur investisseur, et moi sous une colonne intitulée Intérêts libérés.
La date était 2 mois avant que mes parents n'envoient les conditions. À côté de mon nom, Nathalie avait écrit « signera pour préserver l'invitation ». J'ai fixé cette phrase jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Elle n'avait pas espéré que j'accepterais. Elle avait calculé que je le ferais. Mon désir de toujours éviter d'embarrasser la famille était devenu un atout sur sa feuille de calcul. Je voulais l'appeler et lui dire que j'avais tout vu, mais Emma m'a arrêté. Elle a planifié en fonction de tes réactions, a-t-elle dit. Ne lui donne pas une nouvelle réaction à planifier. Nous avons continué. Dans un ancien fil de messages vocaux, j'ai trouvé un enregistrement que Nathalie avait envoyé après avoir trop bu lors d'une conférence d'affaires. À l'époque, je l'avais écarté comme l'une de ses plaintes dramatiques de fin de soirée. Maintenant, cela sonnait différemment. Elle disait que nos parents s'occupaient enfin de Lily, qu'une fois que j'aurais signé les papiers du mariage, le prêt deviendrait trop partagé pour être contesté, et que Daniel n'aurait jamais besoin de savoir d'où provenait l'argent du restaurant car il le rembourserait après l'ouverture. Sa voix était enjouée, presque ennuyée. À la fin, elle a ri et a dit, elle sera en colère pendant 1 mois, puis elle arrangera les choses comme elle le fait toujours. J'ai écouté le message 2 fois. La deuxième fois, je n'ai ressenti aucune vague de victoire. J'ai eu honte car une partie de moi reconnaissait le schéma aussi précisément qu'elle. J'avais arrangé les choses comme je le faisais toujours. J'avais protégé Nathalie des créanciers, des employeurs, des anciens amis et de la déception de nos parents. J'avais appelé cela de l'amour parce qu'admettre que c'était de la peur m'aurait obligé à changer plus tôt. C'est devenu le centre émotionnel du cadeau. Je ne voulais pas que la présentation soit une collection d'histoires d'enfance humiliantes. Je voulais qu'elle montre une chaîne de décisions d'adultes, la signature falsifiée, les fonds détournés, la fausse renonciation, la tromperie planifiée de Daniel et les efforts de mes parents pour obtenir ma coopération. Nous avons construit une vidéo de 12 minutes en utilisant uniquement des documents qui pouvaient être authentifiés. Pas de musique dramatique, pas d'insultes. Chaque écran montrait une date, un montant et la source. La diapositive finale contenait une seule phrase, un mariage ne peut pas créer la confiance là où la fraude a été utilisée pour fabriquer le consentement. J'ai également préparé 3 dossiers scellés. L'un était adressé à Daniel et contenait la traçabilité complète des transactions affectant son restaurant. L'un était adressé à mes parents et contenait l'avis de mon avocate exigeant la préservation des dossiers. Le dernier était adressé à Nathalie. À l'intérieur se trouvait une copie des 5 conditions, mon refus en 4 mots, et une demande formelle qu'elle rembourse les fonds volés et renonce à l'accès de gestion à Marinés. Par-dessus, j'ai placé une note manuscrite, tu as demandé des excuses publiques. Voici la comptabilité publique. Emma l'a lu et a dit que c'était froid. Je lui ai dit que la froideur était plus sûre que la cruauté. Le cadeau n'inventerait pas de conséquences. Il supprimerait le secret qui avait empêché les conséquences de l'atteindre. Pourtant, en scellant la boîte, je me suis demandé si la vérité livrée devant 300 personnes était justice ou punition. Je n'avais pas de réponse claire. Je savais seulement que chaque conversation privée s'était terminée par de la pression, du déni ou un autre document poussé vers moi. L'image publique était le bouclier que Nathalie appréciait le plus. Si je voulais qu'elle cesse d'utiliser ce bouclier, je devais placer les faits là où l'image ne pourrait plus les remplacer. Le problème suivant était la livraison. Je refusais de me faufiler dans le mariage, de me faire passer pour un fournisseur ou de dépendre de quelqu'un filmant secrètement les invités. Nathalie avait déjà créé l'ouverture dont j'avais besoin. Son organisatrice avait envoyé à chaque parent proche un programme pour la cérémonie des cadeaux d'héritage, un événement de 40 minutes avant les vœux au cours duquel des cadeaux sélectionnés seraient ouverts. Pendant qu'une diffusion en direct professionnelle était en cours pour les invités à distance, Nathalie l'avait conçu pour afficher la vie qu'elle voulait que tout le monde admire. Mon nom était toujours imprimé à côté de la dernière place de présentation, suivi des mots « vidéo hommage de la sœur ». Mes parents supposaient apparemment que je me rendrais avant la date limite. J'ai envoyé un courriel à l'organisatrice pour lui dire que je ne serais pas présente, mais que j'honorerais l'hommage prévu. J'ai joint la vidéo, fourni le numéro de suivi de la boîte et demandé une confirmation écrite que les dossiers scellés resteraient à l'intérieur jusqu'à ce que Nathalie les ouvre. L'organisatrice a répondu que Nathalie lui avait personnellement demandé de mettre en avant ma contribution car la réconciliation familiale faisait partie du récit du mariage. L'ironie était si parfaite que j'ai presque ri. Mon avocate a examiné chaque article avant l'expédition.
Elle a également envoyé au prêteur une déclaration sous serment contestant la signature et a demandé un gel immédiat des tirages supplémentaires sur Marine et S. Nous n'avons pas demandé à la banque d'annoncer quoi que ce soit pendant le mariage. Nous n'en avions pas besoin. Une fois que le rapport de fraude est entré dans le système, Nathalie perdrait l'accès au crédit restant, et le prêteur contacterait chaque garant figurant sur le dossier. À 9h12 le lendemain matin, mon père a appelé. Il a sauté le bonjour. « Que as-tu dit à la banque ?» a-t-il exigé. J'ai dit que je leur avais dit la vérité. Il m'a prévenu que les entrepreneurs, les fournisseurs et le restaurant de Daniel pourraient être lésés. J'ai demandé pourquoi ma signature falsifiée avait été acceptable quand le préjudice ne concernait que moi. Il a dit, c'est plus grand qu'une seule signature. Cette phrase a confirmé plus qu'il ne le voulait. J'ai demandé s'il avait été au courant. Il est resté silencieux pendant 4 secondes, puis a dit que ma mère n'avait fourni l'identification que parce que Nathalie avait promis que la paperasse était temporaire. J'ai noté l'heure de son aveu sur un bloc-notes. Tu l'as laissé utiliser mon permis, j'ai dit. Il a répondu que les parents font parfois des choix difficiles pour maintenir une famille unie. Je lui ai dit que les familles unies par des dettes non autorisées étaient déjà brisées. Il a baissé la voix et a proposé un nouvel accord. Signe la décharge, assiste discrètement, et il persuaderait Nathalie de me rembourser sur 5 ans. J'ai demandé ce qui garantirait les paiements. Il a dit, la confiance. J'ai mis fin à l'appel. Ma mère a essayé une approche différente. Elle a envoyé des photos de Nathalie petite fille, puis a écrit que ma décision me définirait pour toujours. J'ai failli répondre. Au lieu de cela, j'ai transmis les messages à mon avocate et j'ai désactivé les notifications. Ce soir-là, Nathalie a appelé d'un numéro inconnu. Ses premiers mots furent « As-tu la moindre idée de ce que tu menaces ?» Elle a affirmé que le prêt était presque remboursé, que Daniel serait humilié et que nos parents pourraient perdre leur entreprise. Puis son ton s'est adouci. Elle a dit qu'elle me voulait à ses côtés au mariage et que les sœurs ne devraient pas laisser la paperasse détruire un jour unique dans une vie. Je lui ai demandé de déclarer clairement si elle avait signé mon nom. Elle a fait une pause, puis a dit « J'ai fait ce dont tout le monde avait besoin ». Emma, assise en face de moi, l'a entendu sur le haut-parleur. Nathalie a continué « Tu retombes toujours sur tes pieds. J'avais besoin qu'une chose soit à moi. Voilà. » Pas de remords, mais un sentiment de droit déguisé en douleur. Je lui ai dit que la boîte était déjà en transit. Elle a crié mon nom, puis a exigé de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai dit, tout ce que tu étais sûr que je garderais privé. Après l'appel, mes mains tremblaient si fort que j'ai renversé de l'eau sur la table. Emma ne m'a pas félicité. Elle m'a aidé à nettoyer. Le lendemain matin, nous nous sommes installés dans la suite de Malibu que j'avais réservée, et j'ai posé mon téléphone à côté du lien de la diffusion en direct. Je ne me sentais pas puissante. Je me sentais comme si j'avais marché sur un pont après avoir mis le feu à la route derrière moi. À 16h, heure de Californie, la cérémonie des cadeaux d'héritage commencerait dans une salle de bal à 3 fuseaux horaires de distance. À 15h47, l'organisatrice a envoyé un message. Votre paquet est sur la table de présentation. La mariée a insisté pour que le vôtre soit ouvert en dernier. Nathalie croyait toujours qu'elle pouvait contrôler la fin. La diffusion en direct s'est ouverte sur une vue large de la salle de bal. Des orchidées blanches grimpaient sur les colonnes, des bougies couvraient les tables, et un monogramme doré avec les initiales de Nathalie et Daniel brillait derrière la scène. Je pouvais entendre plus de 300 invités parler pendant que les serveurs se déplaçaient entre eux avec du champagne. Pendant plusieurs minutes, rien ne s'est passé. Puis le maître de cérémonie a souhaité la bienvenue à tous pour la célébration privée avant les vœux et a expliqué que le couple voulait honorer les familles qui ont rendu ce jour possible. Emma était assise à côté de moi sur le canapé, mais aucune de nous ne parlait. Un par un, les parents se sont avancés. Les parents de Daniel ont présenté une montre ancienne. Ma tante a donné à Nathalie le peigne en perles de notre grand-mère. Mes parents ont annoncé qu'ils contribuaient à la future maison du couple. Chaque cadeau a produit des applaudissements et une autre photo soigneusement cadrée. Nathalie était radieuse. Si elle était effrayée par mon appel téléphonique, elle le cachait bien. Quand le maître de cérémonie est arrivé au dernier article, ma mère s'est penchée vers Nathalie et a murmuré quelque chose. Nathalie a secoué la tête. Le maître de cérémonie a souri à la caméra et a dit « Notre dernier hommage vient de la sœur de la mariée,
Lily, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais a envoyé quelque chose de particulièrement significatif. Un murmure a parcouru la salle. Nathalie s'est levée avant que quiconque puisse l'arrêter. Ma sœur et moi avons une eau différente, a-t-elle dit, arborant l'expression douce et blessée qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait de la sympathie. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est le jour du pardon. Des applaudissements ont suivi. Mon père n'a pas applaudi. La boîte a été portée sur la scène. Elle était ennoyée, polie et attachée avec un ruban d'ivoire. Nathalie a jeté un coup d'œil vers la caméra de la diffusion en direct comme si elle me regardait directement. Quoi qu'elle ait envoyé, a-t-elle dit, je l'accepte avec amour. Elle a ouvert le couvercle. Sur le dessus se trouvait un cadre en argent affichant une photographie de Nathalie et moi à Marines. Quand nous étions adolescentes. En dessous se trouvait une enveloppe intitulée « Lire à voix haute ». Elle a souri, s'attendant clairement à des excuses, et a tendu l'enveloppe au maître de cérémonie. Il a déplié la seule page. Son expression a changé après la première ligne. Nathalie a tendu la main pour la prendre, mais il en avait déjà lu assez pour que le microphone porte les mots à travers la pièce. À ma sœur, tu m'as demandé de renoncer à mes droits légaux, à ma part de propriété, à mon silence et à 25 000 $ en échange de la permission d'assister à ton mariage. J'ai refusé car un consentement obtenu sous la pression n'est pas un consentement. La salle de bal est devenue silencieuse. Ma mère s'est levée de sa chaise. Nathalie a arraché la lettre et a parcouru le reste. Éteignez le microphone, a-t-elle chuchoté. Le maître de cérémonie a regardé vers l'organisatrice, incertain. Puis l'écran de la salle de bal a changé. La vidéo hommage avait commencé automatiquement à leur indiquer dans le programme. La première diapositive montrait les 5 conditions exactement comme mes parents les avaient envoyées. La deuxième mettait en évidence le langage de décharge caché à la page 6. Les invités ont commencé à lire. Daniel s'est approché de l'écran. Nathalie s'est précipitée vers la table de contrôle, mais l'organisatrice l'a bloquée et a dit que la présentation avait été approuvée selon ses propres instructions écrites. La troisième diapositive affichait le prêt de 240 000 $, la signature contestée et l'adresse internet connectée au bureau de Nathalie. Daniel s'est tourné vers elle. Pourquoi le nom de Lily est-il là-dessus, a-t-il demandé. Nathalie a dit que le document était trompeur. La vidéo est passée au tableau des transferts, 90 000 $ à son entreprise, 42 000 $ aux acomptes du mariage, 68 000 $ au projet de restaurant de Daniel. Son visage a changé quand il a vu son entreprise listée. Tu m'as dit que cet argent provenait de tes bénéfices non répartis, a-t-il dit. Nathalie a tendu la main vers son bras. Il a reculé. Mon père s'est avancé vers la scène, criant que des documents privés étaient utilisés hors de leur contexte. Puis l'enregistrement a été diffusé. La propre voix de Nathalie a rempli la salle de bal. Son rire a suivi. Il semblait plus strident à travers les haut-parleurs que sur mon ordinateur portable. Nathalie s'est figée une seconde. Personne n'a bougé. Puis elle a crié, « Arrêtez ça. Arrêtez ça maintenant. » Le son n'était pas la peur de quoi que ce soit à l'intérieur de la boîte. C'était la terreur d'entendre sa certitude privée devenir une preuve publique. Elle a attrapé le cadre en argent et l'a jeté sur la table, renversant un vase. Daniel a ouvert le dossier qui lui était adressé. À l'intérieur se trouvait la traçabilité complète des transactions et une lettre de mon avocate lui conseillant d'obtenir un conseil indépendant avant de combiner des actifs ou de signer l'acte de mariage. Il a lu la première page, puis a regardé Nathalie comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. Sur l'écran, la diapositive finale est apparue. Cette présentation a également été fournie aux prêteurs et au conseil juridique. Personne dans cette salle n'est invité à choisir un camp. Il vous est demandé de regarder les faits. La vidéo s'est terminée. Il n'y avait pas de musique, pas de photographie dramatique et pas d'image de moi. Juste un écran noir et la date. À travers le pays, dans une suite tranquille de Malibu, je regardais ma sœur réaliser que l'histoire qu'elle avait préparée pour la salle ne lui appartenait plus. Pendant plusieurs secondes après que l'écran soit devenu noir, la salle de bal est restée silencieuse. Puis tout le monde a semblé parler en même temps. Le père de Daniel l'a pris à part. Ma tante a demandé à ma mère si les conditions étaient réelles. 2 des clients de Nathalie se sont dirigés vers la sortie tout en regardant le tableau des transferts qu'ils avaient photographié. L'organisatrice a coupé l'audio public de la diffusion en direct,
mais mon flux privé a continué via un lien de secours qu'elle avait envoyé plus tôt, donc je pouvais toujours voir la scène. Nathalie pleurait maintenant, pas discrètement. Elle a pointé la boîte du doigt et a dit à la salle que j'avais tout fabriqué parce que je ne pouvais pas tolérer son bonheur. Ma mère s'est précipitée à ses côtés et a répété que les documents manquaient de contexte. Mon père a pris le microphone et a demandé aux invités de respecter un malentendu familial temporaire. Cette phrase a brisé le peu de patience qui restait à Daniel. Il s'est avancé au centre de la scène, tenant le dossier qui lui était adressé, et a posé une question directe à Nathalie. « As-tu autorisé le transfert vers mon entreprise sans me dire la source ?» Elle a répondu qu'elle avait essayé de l'aider. Il a demandé si elle avait falsifié ma signature. Elle a dit que j'aurais approuvé le prêt finalement. Il a demandé si mes parents savaient. Ma mère a commencé à parler pour elle, mais Daniel a levé la main et a dit « J'ai demandé à Nathalie ». Nathalie a regardé autour de la pièce comme si elle cherchait la personne la plus susceptible de la secourir. Pour la première fois, personne ne s'est porté volontaire. Elle a finalement admis qu'elle avait complété la signature en ligne parce qu'une date limite du prêteur approchait. Elle a insisté sur le fait que la valeur de la propriété rendait le prêt inoffensif et que je m'étais toujours opposé à son succès. Daniel a ouvert une autre page. Ceci dit que tu prévoyais de transférer la propriété de Lily à toi-même après qu'elle ait signé une décharge. Était-ce inoffensif aussi? Le visage de Nathalie s'est durci. Les larmes ont cessé. Elle lui a dit que le mariage exigeait la loyauté et qu'il devrait la défendre, et non l'interroger devant des étrangers. Il a dit, ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des témoins. Mon père s'est avancé vers lui, l'avertissant de ne pas prendre une décision permanente dans un moment d'émotion. Daniel a répondu que la décision permanente avait déjà été prise lorsque son entreprise avait été financée avec de l'argent contesté. Il a sorti l'alliance de sa poche, pas encore portée car les vœux n'avaient pas commencé, et a posé la boîte sur la table. Il n'y aura pas de cérémonie aujourd'hui, a-t-il dit. La salle a réagi avec un hoquet collectif. Nathalie a attrapé sa veste et a exigé qu'il le reconsidère. Il s'est éloigné et a demandé à la sécurité de l'escorter dans une salle privée où il pourrait parler avec son avocat et ses partenaires commerciaux. Ma mère a crié que j'avais détruit le mariage. À ce moment, l'organisatrice s'est approchée du microphone et a dit qu'il y avait une demande d'appel vidéo de ma part sur le système de présentation. Je n'avais pas prévu d'apparaître, mais Daniel avait envoyé un texto à Emma via le numéro de la lettre de mon avocate et avait demandé si je répondrais à 3 questions. Emma m'a regardé. J'ai presque refusé. Puis je me suis souvenu combien de fois ma famille avait parlé de moi tout en m'empêchant de parler pour moi-même. J'ai accepté. Mon visage est apparu sur un écran latéral plus petit. La salle de bal s'est de nouveau calmée. Je pouvais voir Nathalie me fixer, son maquillage coulant, la fureur remplaçant la panique. Daniel a demandé si j'avais jamais autorisé le prêt. Non, j'ai dit. Il a demandé si j'avais approuvé le transfert à son entreprise. Non. Il a demandé si j'avais exigé que le mariage soit annulé. Non. J'ai contesté ma signature et révélé la source de l'argent. Ce que vous faites de cette information est votre décision. Nathalie a crié que je faisais semblant d'être innocente après avoir synchronisé le cadeau pour une humiliation maximale. Je lui ai dit qu'elle avait raison sur un point. J'avais choisi un cadre public. Je l'avais fait parce que chaque cadre privé avait été utilisé pour me pousser au silence, et parce qu'elle avait prévu de présenter ma reddition comme preuve que la famille la soutenait. Tu voulais mes excuses sur cet écran, j'ai dit. Tu voulais que la salle soit témoin d'un mensonge. Je leur ai donné les documents à la place. Mon père a ordonné aux techniciens de couper l'appel. Daniel a dit, laissez-la finir. Je n'ai pas fait de discours. J'ai regardé mes parents et j'ai demandé s'ils avaient fourni à Nathalie mon permis de conduire. Ma mère a couvert sa bouche. Mon père a dit que c'était une erreur. J'ai demandé s'ils avaient lu la décharge avant d'exiger que je la signe. Il a dit que leur avocat leur avait assuré que cela éviterait un litige. Cet aveu a traversé la pièce plus puissamment que n'importe quelle accusation que j'aurais pu faire. Ma tante s'est tournée vers ma mère et a dit, « Tu savais que ce n'était pas une question de comportement au mariage. » Ma mère s'est mise à pleurer. Elle a dit qu'ils avaient eu peur que si le prêt s'effondrait, l'entreprise de Nathalie, le restaurant de Daniel et Marine S. feraient tous faillite ensemble. J'ai répondu, alors vous avez décidé que je devrais faire faillite discrètement à la place.
Personne ne m'a contredite. Nathalie a alors commis l'erreur qui a mis fin à la dernière possibilité de sympathie. Elle a crié, « Parce que tu pouvais te le permettre ». Les mots ont résonné dans la salle de bal. Elle a continué avant que quiconque ne l'arrête, disant que j'avais une entreprise prospère, pas de frais de mariage et pas d'enfants à ma charge, donc absorber la dette m'aurait coûté moins cher que ce que cela lui coûterait de tout perdre. Daniel la fixa. Mes parents fixaient le sol. En une phrase, elle confirma la croyance derrière chaque condition, ma stabilité me rendait disponible pour l'exploitation. Je lui ai dit que la richesse ne convertissait pas le vol en partage. Puis j'ai mis fin à l'appel. Ce qui s'est passé ensuite m'est parvenu par des messages au cours de l'heure suivante. Daniel est parti avec ses parents et a ordonné à l'officiant de ne signer ni de soumettre aucun acte. Son partenaire commercial a gelé toutes les dépenses liées à l'investissement contesté. Le prêteur a suspendu la ligne de crédit de Marine S. et a notifié chaque garant répertorié. 2 clients ont annulé leur contrat avec l'entreprise de Nathalie avant que la salle de bal ne se soit vidée. Le lieu du mariage a exigé le paiement immédiat du solde restant, mais la carte fournie par Nathalie a été refusée car elle tirait sur le compte de la propriété gelée. Mon père a payé le solde d'urgence avec ses économies personnelles pour éviter un procès du lieu. Nathalie a refusé de quitter la suite nuptiale jusqu'à ce que la sécurité l'informe que la réservation se terminait à minuit. À ce moment-là, les fleurs, l'orchestre, le dîner personnalisé et la scène monogrammée restaient en place pour un mariage qui n'existait plus. Je n'ai pas célébré. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis sorti sur le balcon. L'océan en contrebas était noir, sauf là où la lune captait la surface. Emma se tenait à côté de moi sans parler. J'avais voulu que la vérité crée des conséquences. Je ne m'attendais pas à ce que les conséquences ressemblent autant à du chagrin. L'enquête a duré 7 mois. Les archives numériques du prêteur ont confirmé que Nathalie avait utilisé mes informations personnelles depuis son bureau et que ma mère avait envoyé la copie du permis depuis son courriel. Mes parents ont évité des poursuites pénales en coopérant, en remettant des documents et en admettant leur rôle dans la tentative de décharge. La coopération ne les a pas protégés des conséquences financières. Leur société de conseil avait reçu 27 000 $ du prêt, donc le prêteur les a traités comme des participants à une transaction non autorisée. Ils ont vendu leur condo au bord du lac, vidé la majeure partie de leur compte de retraite et payé un règlement substantiel pour la dette de la propriété. Mon père a démissionné de 2 conseils d'administration d'organismes à but non lucratif après que le litige soit devenu public. Ma mère a cessé de parler à plusieurs parents qui refusaient de décrire l'incident comme la vengeance de Lily. Nathalie a fait face aux conséquences les plus lourdes. Son entreprise d'événements s'est effondrée en 3 mois car les clients ne lui faisaient plus confiance avec les acomptes. Daniel a mis fin définitivement aux fiançailles et a rendu tous les cadeaux qu'il pouvait identifier. Son projet de restaurant n'a survécu qu'après qu'il ait remplacé l'argent contesté par un investissement légitime et signé un accord séparant son entreprise des réclamations de Nathalie. Il m'a envoyé une lettre pour me remercier pour les documents et s'excuser d'avoir bénéficié d'un argent qu'il n'avait pas suffisamment questionné. Je l'ai cru, mais je ne suis pas entré dans sa vie. Certaines fins n'ont pas besoin d'une nouvelle amitié qui leur soit attachée. Nathalie a finalement accepté un accord de plaidoyer impliquant la fraude et l'usurpation d'identité. Elle a reçu une peine avec sursis, une supervision communautaire et une ordonnance de dédommagement suffisamment importante pour la suivre pendant des années. Elle a également transféré sa part de Marine S. dans une fiducie sous surveillance judiciaire jusqu'à ce que la dette soit résolue. Je suis devenu la gestionnaire temporaire, non pas parce que je voulais gagner la propriété, mais parce que quelqu'un devait reconstruire les dossiers et restaurer l'entreprise. En 1 an, le lieu était de nouveau rentable. J'ai utilisé une partie de mes honoraires de gestion pour créer un petit fonds d'aide juridique pour les personnes contestant les abus financiers par des proches. Cette décision a donné à l'expérience un but au-delà de la punition. Ma relation avec mes parents ne s'est pas rétablie. Ils ont écrit des lettres, envoyé des cartes de vœux et demandé une thérapie. J'ai accepté une séance. Pendant celle-ci, mon père a dit qu'ils avaient cru que j'étais la personne la plus forte de la famille. Je lui ai dit que la force n'était pas un consentement à porter les conséquences de tout le monde. Ma mère s'est excusée, mais elle a tout de même demandé si la présentation publique avait été nécessaire. J'ai répondu honnêtement, peut-être pas. J'aurais pu laisser les avocats tout gérer en privé, mais la confidentialité les avait protégés pendant des années, et ils avaient prévu d'utiliser la foule du mariage pour certifier une fausse version des événements. Je n'étais pas désolé que la même foule ait vu le dossier.
J'étais désolé qu'aucun de nous n'ait arrêté le schéma avant qu'une salle de bal ne devienne le seul endroit où le déni ne pouvait plus survivre. Nathalie m'a contacté une fois après sa condamnation. Son message ne contenait aucune salutation. Elle a écrit « Tu as tout eu ». J'ai répondu « Non ». J'ai gardé ce qui était à moi. Puis j'ai bloqué le numéro. Au premier anniversaire du mariage annulé, je suis retourné à Malibu seul. J'ai ouvert la photographie qui se trouvait dans la boîte cadeau, celle de Nathalie et moi à mariner avant que l'argent, les entreprises et les rôles familiaux ne se durcissent autour de nous. Pendant un instant, la sœur de cette photo m'a manqué. Puis j'ai compris que regretter qui quelqu'un était ne nécessite pas de rouvrir la porte à qui il a choisi de devenir. Je n'avais pas posté un objet dangereux. J'avais posté des preuves. La terreur venait de la reconnaissance. Nathalie avait bâti son avenir sur l'hypothèse que je la protégerais de la vérité. Et quand cette hypothèse a échoué, tout ce qui reposait dessus a échoué aussi. Certaines personnes ont appelé ce que j'ai fait de la vengeance. D'autres l'ont appelé de la responsabilité. Je pense toujours que c'était les deux. La différence est que la vengeance seule se serait terminée par son humiliation. La responsabilité a continué à travers le dédommagement, les limites et le travail de reconstruction de ce que ces décisions ont endommagé. Alors dites-moi honnêtement, si votre famille exigeait que vous renonciez à vos droits pour préserver une célébration parfaite, exposeriez-vous la vérité publiquement, ou laisseriez-vous la loi parler en privé et vous éloigneriez-vous? Merci d'avoir accordé votre temps et votre attention à cette histoire. Tous les personnages, événements et résultats sont fictifs et créés uniquement à des fins de divertissement et de réflexion. Nous espérons que cela vous rappelle que lorsque quelqu'un profite de votre loyauté, mais ne protège jamais votre tête, vivre n'est pas une patrouille. C'est finalement corriger un déséquilibre qui a duré trop longtemps.